je passe à la démocratie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est super important. C'est super important. C'est le plus important. Alors, 3 quarts d'heure, c'est pas beaucoup. On fera tous ensemble le ménage, on nettoiera. Alors, je vais vous distribuer 3 documents. Un résumé sur la monnaie. Il y a une bibliographie à la fin qui vous permet d'approfondir le sujet. Ça, c'est sur la monnaie. Peut-être tu leur donnes et puis ils font passer. Je ne sais pas s'il y en a assez. S'il n'y en a pas assez, il en reste des paragraphes là. Il en reste des paragraphes. Et puis je vais vous donner aussi, pendant qu'on fait la distribution, parce qu'on perd du temps sur la distribution, donc je vais vous donner tout de suite, je vais vous donner 2 documents sur le tirage au sort. Donc c'est-à-dire sur l'idée, ma contestation de l'élection et l'idée alternative du tirage au sort. Le premier document qui s'appelle démocratie ou aristocratie pour l'interrogation. Tirage au sort ou élection pour l'interrogation. Qui peut choisir? Qui peut faire ce choix de société? Qui peut choisir élection ou tirage au sort? Est-ce que c'est les élus? Parce que je peux vous répondre tout de suite, si c'est les élus qui décident, ils vont préférer l'élection. Ou est-ce que c'est le peuple lui-même? Donc ça, c'est le premier document. Et puis, j'ai approfondi ma réflexion et j'ai fait un deuxième document sur la centralité du tirage au sort en démocratie. C'est-à-dire où là, je parle des institutions athéniennes plus en détail pour que vous compreniez comment ça fonctionnait à Athènes. Alors, là, on va allumer... On va attendre, mais on va bientôt allumer le vidéoprojecteur. Je vais me lever pour vous montrer les institutions athéniennes. Mais d'abord, je vais vous expliquer le... Alors, oui, ça c'est le deuxième. Je ne sais pas si celui-là il est déjà parti. Voilà, celui-là c'est le plus important. Okay. Le deuxième, là, qui s'appelle centralité du tirage au sort, c'est le plus important. Tout ça est sur le net, hein, évidemment. Vous faites choix sur Google. Tout le monde a le document centralité du tirage au sort en démocratie dans les mains. Alors, je vais commencer par une citation. C'est la citation qui est en bas de la première page. Une citation importante que vous ne devriez pas oublier, que vous pourriez d'ailleurs reproduire et afficher dans votre salon pour en parler aux copains qui viennent vous voir, parce que vous allez voir que j'attends de vous, en tout cas c'est comme ça que je vois une révolution pacifique mais pas utopique, c'est que nous deviendrions des virus et nous nous contenterions pas d'avoir compris, mais nous nous mettrions en tête de le faire comprendre à notre tour. Et si on fait ça, si au lieu de rester à avoir compris, non, c'est quand même sympa comme idée, c'est bien ça, au lieu de faire ça, on devient un petit peu militant, c'est-à-dire qu'on se met à essayer d'en convaincre peut-être un par semaine ou un par mois. Si on fait ça, si on arrive à convaincre une personne par semaine, peut-être une par mois si vous n'y arrivez pas, il ne faut pas 1 an pour qu'on soit des millions. Vous faites la règle de 3, enfin vous faites le calcul exponentiel, ça va à toute vitesse. Si vous fabriquez 4 virus vous-même, si vous êtes devenu un virus et que vous un virus bienfaisant de justice sociale et démocratie, et si vous fabriquez vous-même 4 non seulement personnes que vous avez convaincues, mais que vous avez convaincu de devenir à leur tour formateurs de formateurs, c'est entre nos mains ce truc-là. Alors je sais bien qu'il y a des chaînes comme ça et qu'il n'y a pas d'enjeu, on s'en fout de ces chaînes. Là, c'est une chaîne, effectivement, une chaîne humaine, mais avec un enjeu, je crois, un enjeu vraiment majeur. Je ne vois pas comment on va sortir des griffes de ces banquiers sans ça. Mais par contre, avec ça, vraiment, vous allez voir, ça peut marcher. Vous allez voir, quand vous allez voir ce que c'est que la démocratie athénienne, et surtout les caractéristiques de fait qu'elle présentait, c'est spectaculaire. Alors, je vais commencer par la citation. Tu peux prévenir un quart d'heure avant, quand ce sera un quart d'heure avant la fin, pour que je fasse attention à... C'est affreux que le temps soit pas élastique. Je suis désolé, mais comme j'ai... Non, c'est quelqu'un d'autre qui a distribué, je crois. Tu en veux un? Est-ce qu'il m'en reste un? Je le prendrai après. Ouais, il faut m'en laisser un juste pour que j'ai... De toute façon, je vais me servir du schéma surtout. Il n'y a qu'à le mettre entre nous, il n'y a pas de problème. On va lire la citation de un des plus grands constituants de la Révolution française, un des penseurs de la Révolution française. C'est pas un second couteau, c'est quelqu'un d'important dans la Révolution française qui parle du régime qu'ils ont institué et qui est le nôtre aujourd'hui et qui est celui de tous les gouvernements du monde, à part les tyrannies, mais tous les régimes parlementaires sont organisés sur ces mêmes principes. Alors qu'est-ce que disait l'abbé
Sieyès en 1789. Les citoyens qui se nomment des représentants, donc qui se nomment à eux-mêmes, c'est-à-dire qui se donnent des représentants, renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Deux points, point virgule. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, et on ne peut pas être plus clair que ça, hein. Le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Voilà l'état d'esprit dans lequel Madison aux États-Unis, père fondateur de la Révolution américaine, qui disait la même chose dans ses mots à lui. La populace n'est pas capable de diriger, ça va être les notables qui vont diriger, disait Madison. Et Sieyès, est-ce que ça peut être plus clair que cette citation? J'aurais dû la mettre en plus gros, j'aurais dû l'écrire en centrale, j'aurais dû commencer par ça. Peut-être que je vais revoir et je vais remettre mon truc en centrale. Parce que là, on a compris. On a compris que... Parce que le régime que Sieyès a mis en place, le régime dans lequel nous élisons des représentants qui décident tout à notre place pendant 5 ans, sans que nous puissions ni les révoquer, ni dire que la loi qui vient de passer est une épouvantable saloperie, ni dire que la loi qu'ils sont en train dont ils sont en train de nous priver, c'est une loi que nous voudrions, ni qui n'ont aucun compte à nous rendre, aucun compte à nous rendre. Ce régime-là, qui n'est absolument pas une démocratie, qui est notre régime actuel, il n'était pas voulu comme une démocratie, même pas en faisant semblant. Il savait très bien, et il s'en vantait, il savait très bien qu'il ne voulait surtout pas, à aucun prix, pas question, une démocratie, il voulait un gouvernement représentatif, c'est-à-dire un gouvernement dans lequel les peuples ne sont bons qu'à désigner leur maître. Je pèse mes mots, je n'exagère pas. Je n'exagère pas. Vous avez nos élus, les gens que nous élisons, décident tout à notre place. Moi, je fais la grève du mot démocratie. Je ne veux plus, à aucun prix, je ne parle plus de démocratie. C'est une blague, c'est pas vrai. Même pas représentative. Démocratie représentative, c'est un oxymore, une contradiction dans les termes. C'est pas vrai, c'est juste pas possible. Comme de la lumière noire, de la neige froide, de la neige chaude. Enfin, c'est un oxymore, c'est une contradiction, une bêtise. Démocratie représentative, c'est pas possible. Et démocratie directe, c'est un pléonasme. Démocratie, c'est forcément direct. Alors, nous avons besoin de représentants. Les démocrates, on va voir, les Athéniens avaient des représentants. Ils avaient besoin de policiers, ils avaient besoin de juges. Oui. Tout ce que l'Assemblée ne peut pas faire, elle le fait faire par des représentants. Mais des représentants qui sont les serviteurs de l'Assemblée et qui ne deviennent pas ses maîtres. Et l'outil qui sert à protéger le peuple, nous, qui nous protège, qui fait que nous pouvons écrire nos lois. Ceux d'entre nous qui veulent écrire les lois vont les écrire. Et ceux qui ne veulent pas, ils restent chez eux. Mais ceux qui veulent venir à l'Assemblée, ils viennent, ils participent à l'élaboration des lois. Qu'est-ce qui les protège contre les voleurs de pouvoir? Le tirage au sort. Alors, c'est ça que je vais vous montrer. Alors, j'ai fait un schéma qui sert à illustrer... il faut allumer ce truc-là pour le temps que ça chauffe. J'ai fait un schéma qui sert à comprendre comment les Athéniens avaient pensé leur système. Quels étaient leurs objectifs et quelles sont les institutions qu'ils ont mises en place pour atteindre ces objectifs. Je vais être obligé de faire court. Normalement, ce que j'ai à vous dire là, ça dure 1h30. Il me reste à peine une demi-heure, donc je vais être obligé de faire court. Mais j'ai fait plein de conférences depuis le mois de février, et donc il y a plusieurs vidéos qui sont sur le net qui vous permettront de travailler le sujet. Ce que je vais faire là, c'est juste, je vais semer des graines. Je vais vous signaler qu'il se passe quelque chose de très important. On est en train de faire ressortir du fond des mers de précieuses amphores, un précieux trésor qui est capable, je crois, de nous émanciper, qui est capable de nous sortir de la mouise, qui est capable de nous protéger de l'oligarchie. Ce que je suis en train de découvrir, c'est pas moi qui l'ai inventé, je découvre quelque chose qui existait, mais ce que je suis en train de découvrir en lisant, c'est comme un antidote
aux pressions oligarchiques. Je ne dis pas que les pressions oligarchiques vont disparaître, je ne suis pas fou, c'est très concret ce que je dis, c'est très pragmatique. Je ne vous parle pas d'un truc théorique, idéaliste, qui aurait besoin d'un rêve. Non, non, pas du tout. Au contraire, les Athéniens ont mis en place un système très pratique, prenant acte de notre imperfection. Oui. Avant de commencer, oui. J'ai l'impression que vous faites une idée, moi, à vous entendre, c'est vrai que vous avez commencé, une idée très idéaliste et très fausse de la démocratie athénienne, qui, au mieux, je ne vois pas comment vous voulez qu'on se passe de représentants. Les démocrates, on va dire ceux qui participaient régulièrement à l'Assemblée, en prenant la population athénienne dans son maximum, on a eu 50 000 personnes. Oui. Ceux qui allaient directement à l'Assemblée, 5 000, 6 000. On est 63 millions, rien qu'en France. Oui. Moi, je ne vois pas comment on peut se passer. Mais c'est ça que je vais vous expliquer. Et pareil, je veux dire encore, on est un petit pays, donc 63 000, vous avez expliqué la même chose. Ça pourrait marcher avec des milliards. Oui, ils sont 750 et des gens qui vivent au fin fond de la Sibérie. Mais je vais vous expliquer, justement, c'est ça qui est fabuleux. Oui. C'est ça vraiment, bon, et puis... Et puis il y a d'autres choses, il y a d'autres objections. Dans le document que je vous ai distribué, il y a une bonne poignée d'objections que je retrouve régulièrement. Je ne tiens pas du tout à avoir raison. Je cherche à me protéger. Je cherche à nous protéger contre les abus de pouvoir. Et ce que je vais vous montrer, c'est quelque chose... C'est pas un modèle. Je ne cherche pas à transposer ce qui s'est passé à Athènes. Il y a des choses à Athènes qui se passaient que je ne veux pas du tout voir aujourd'hui. Je vais commencer par les objections, si vous voulez. Comme ça, ça va vous rassurer par rapport à ce que... les objections très classiques, parce que c'est quand même un sujet qui est régulièrement... qui refait surface et à qui on remet la tête sous l'eau avec toujours les mêmes objections. Donc je peux commencer par ça, si vous voulez. Athènes était un régime esclavagiste. Il y avait des esclaves à Athènes. Je pense, avec les quelques mots que j'ai pu échanger avec vous, je pense que vous avez compris que je ne suis pas esclavagiste. Donc ce qui m'intéresse dans Athènes, ce n'est pas l'esclavagisme. Donc il y a autre chose dans les institutions d'Athènes qui m'intéresse. Et évidemment, je ne vais vous proposer, nous ne déciderons de transposer la partie des institutions intéressantes d'Athènes que si elles sont fonctionnelles sans l'esclavagisme, évidemment. Est-ce que cette objection-là, on peut dire que... Je ne pensais même pas vous parler de la démocratie, l'idée de l'esclavagisme, vous n'avez même pas... Exactement, oui, non, mais c'est un argument que les élus me renvoient en disant, mais monsieur Chouard, vous êtes en train de... Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de défendre un régime esclavagiste? Attends, c'est du foutage de gueule. Évidemment, je ne défends pas un régime esclavagiste, bien sûr. Mais c'est pas tout. Les Athéniens étaient machistes au dernier degré. Ils avaient mis la moitié de l'humanité, c'est-à-dire ils avaient mis les femmes à l'écart, les femmes restaient à la maison, et pendant que les hommes allaient faire de la politique. Donc, évidemment, je pense que vous avez compris que c'est pas ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que, évidemment, si les germes de la démocratie sont intéressants, ils ne le seront que si on arrive évidemment à l'appliquer dans une société dans laquelle le peuple d'aujourd'hui, évidemment, intégrerait les femmes. C'est évident. Donc c'est qu'il y a autre chose qui m'intéresse. Donc cette objection-là, pour moi, elle ne vaudrait que si la démocratie ne fonctionnait que grâce à ça. Et moi, mon objection, elle n'était pas là. Elle était sur le nom. Vous aviez très peu de monde à Athènes, comment est-ce que vous de ça à... Ma réponse, alors, maintenant je prends cette objection-là, il n'y a pas de problème, je la connais, et j'y réfléchis. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ma réponse vous convient, ou s'il faut que je pousse le bouchon plus loin, vous allez voir. La cité athénienne faisait entre 30 000 et 50 000 personnes, suivant les périodes. C'est exactement la population de nos communes. Je ne vous parle pas, je n'imagine pas que la démocratie soit organisable au niveau d'une nation, d'un continent ou du monde tel qu'elle est. Écoutez bien, ce que j'imagine, c'est que, ici on est à Metz, mais alors Metz c'est une grande ville, donc il y a des arrondissements, dans les grandes villes il y a des arrondissements, et il y a des communes, j'imagine, hein, et bon c'est peut-être des communes un peu plus nombreuses, mais bon, on a vu qu'il y avait un théâtre pas loin d'ici, autour. Imaginez, dans chaque arrondissement, dans les grandes villes, dans chaque village, il y a un grand théâtre qui peut contenir 6 000 personnes, peut-être 10 000, puisqu'avec les moyens modernes, on devrait pouvoir arriver à sonoriser et accepter une dizaine de milliers de personnes. De toute façon, il va y avoir une discipline dont on parlera peut-être tout à l'heure. Il y avait une discipline à l'Assemblée, hein, tout le monde pouvait parler, mais tout le monde ne parlait pas. Ne parlait que ceux qui avaient quelque chose d'important à dire. Imaginez que dans chaque commune, et parce que ça existe en Suisse, hein, je veux dire, c'est pas qu'une théorie, il y a des pays où ça se pratique. Imaginez qu'au niveau communal, nous réglions, nous les hommes, tout ce que nous pouvons régler au niveau communal. Je dis pas tout, je dis tout ce que nous pouvons régler au niveau communal.
Attendez, ça fait déjà la moitié des lois que vous avez récupérées pour vous. La moitié des lois. Peut-être pas tous, il faut discuter. Moi, ça m'intéresse de discuter pour savoir. Alors, maintenant, on s'y met. Concrètement, quels sont les sujets que je peux traiter au niveau communal de façon efficace? Quels sont les sujets qui vont me demander de me regrouper avec d'autres communes? Et j'associe à cette réflexion la précieuse réflexion de Proudhon. Alors voilà encore un qui est contesté et qu'on nous renvoie dans ses buts parce qu'il était misogyne et il était antisémite. Et bonapartiste sur la fin. Et bonapartiste, d'accord. Mais si vous voulez... Malheureusement, voilà, écoutez, il se trouve, et je défends pas Proudhon pour ces trois cas-là. Je défends Proudhon parce qu'il défendait une banque du peuple, parce qu'il défendait la fédération de communes sans chef. Attendez, Proudhon, vous ne pouvez pas réduire les gens à soit ça va être des anges, soit ça va être des affreux. C'est pas possible, ça marche pas comme ça. Les gens, ils ont des défauts, ils se trompent, voire ils déconnent complètement sur un ou deux sujets, mais il va avoir une idée géniale. Or, le travail que Proudhon a fait sur la fédération, c'est-à-dire sur l'organisation de la démocratie à la base, entre nous, à la base, en petites cellules, communes. Pas département, pas communauté de communes. Déjà, c'est trop gros. Là, ils sont en train de nous piquer la démocratie quand ils font des communautés de communes. Non, la commune, la petite structure, l'organisation de la démocratie entre nous. Et ensuite, mais il y a des tas de pays où ça marche. Hein, la fédération, l'Allemagne est en fédération, la Suisse est en fédération, les États-Unis sont en fédération. L'expérience politique de la structure en fédération, c'est pas du tout on se jette dans le trou noir de l'inconnu, et c'est pas du tout ça. On sait très bien comment ça marche la fédération. Par contre, ce qui serait différent par rapport aux fédérations qu'on connaît, c'est qu'on commencerait par la base, par organiser une vraie démocratie à la base, avec des gens qui décident vraiment de tout ce qu'ils peuvent décider, comme à Athènes, ils décident de tout ce qu'ils peuvent. Ça s'appelle la subsidiarité. Je décide, moi, peuple de la commune, je prends en charge tout ce que je peux prendre en charge, et je ne délègue au niveau supérieur que ce que, logiquement et rationnellement, je dois déléguer à un niveau supérieur. Et donc, je délègue. Comment? Je délègue? Oui, non, mais il y aura des délégués, absolument. Oui, non, mais... C'était ça ma question, je ne dis pas comment vous pouvez faire. Ah oui, non, il y aura des délégués. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'à Athènes, il y avait des représentants. Les Athéniens, nous avons besoin de représentants. Simplement, une démocratie fait attention à ce que ses représentants restent des serviteurs et ne deviennent pas des maîtres. C'est très important ça, qu'un représentant, parce que représentant, il y a une polysémie dans le mot, il y a un double sens dans le mot représentant. Il y a le représentant qui peut avoir le mandat de tout faire à ma place. Et puis il y a le représentant qui peut être mon mandataire servile, c'est-à-dire qu'il attend mes ordres, il va faire à ma place, mais c'est pas lui qui décide. Il fait selon mes ordres. Et pourtant c'est le même mot représentant. Donc le démocrate, à mon avis, enfin dans l'idée que je m'en fais, le démocrate, il donne aux représentants un sens très réduit, le sens minimum de je ne peux pas exercer moi-même, tu vas le faire pour moi, mais je te surveille comme le lait sur le feu. Et donc l'Assemblée communale qui délègue au niveau ce qu'elle ne peut pas faire autrement que déléguer, elle va déléguer donc un ou deux membres parmi elle-même, au sort ou élu, il faudra qu'on en décide, j'ai pas d'idée préconçue, les deux ont des avantages et des inconvénients. Mais surtout, elle va le surveiller. Elle va dire, tu vas y aller, et quand tu auras besoin de prendre une décision, tu vas nous consulter. Et on te dira ce qu'il faut que tu dises. Et c'est tout à fait imaginable, ça va ralentir. Oui, ça va ralentir, mais on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Et puis on va se tromper, mais alors il ne se trompe pas, peut-être les représentants. Oui, on va peut-être se tromper, et alors tout ce qui est vivant se trompe. D'où viendrait qu'il faudrait que les acteurs politiques ne se trompent plus? Et on l'a déjà vu ça, bien sûr. Les élus se trompent tout le temps. Et on nous dit, mais une assemblée populaire va se tromper. Oui, elle va se tromper. Si elle se trompe, elle corrigera. Donc, si vous voulez, sur le plan de la grande échelle, vous allez voir que, je vais en parler tout de suite parce que sinon je sens que je vais manquer de temps. Sur le plan de la grande échelle, vous allez voir que la démocratie et le tirage au sort sont plus adaptés, mais beaucoup plus adaptés à la grande taille que l'élection. L'élection fait le pari que vous connaissez ceux que vous élisez. Sinon, c'est du foutage de gueule. Si on ne connaît pas les gens qu'on élit, l'élection a été vidée de son sens. Comment? Besoin de... son programme, pas la personne. Voilà, oui, d'accord. La personne ou son programme. Non, d'accord. Mais la personne ou son programme. L'élection suppose que je connaisse la personne ou son programme. Et c'est pas tout,
puisque l'idée défendue par l'élection, c'est que si je ne suis pas content de l'élu, je ne vais pas le réélire. L'élection suppose que je sache ce qu'a fait l'élu. Sinon, c'est encore du foutage de gueule. C'est-à-dire que si je ne sais pas ce qu'il a fait, comment puis-je sanctionner et dire il a appliqué son programme ou il n'a pas appliqué? D'accord? Donc, l'élection, presque mécaniquement, elle nécessite une proximité. Elle nécessite que je connaisse... Alors, c'est vrai que si vous vous en tenez au programme, on n'a pas besoin de connaître le bonhomme. Mais, à mon avis, on s'éloigne de l'élection, là, dans ce cas-là. L'élection, elle est quand même très intuitive personnée. Le rôle de la personne est quand même très, très, très prégnant dans l'idée de l'élection. Les gens tiennent à l'élection parce qu'ils veulent choisir le bonhomme. Souvent. C'est vrai que c'est dans l'air du temps de choisir le programme. Mais il me semble que dans les arguments qui servent à défendre l'élection, très souvent, ce qui est quand même mis en avant, c'est le fait qu'on puisse choisir le bonhomme, le gars plus vertueux, le meilleur. C'est aristocratique, l'élection. Et donc, ça suppose que vous le connaissiez, le bonhomme. Et si vous le connaissez, enfin, pour le connaître, il faut qu'il soit proche. Est-ce que vous connaissez les élus que vous avez désignés au Parlement européen? Non. Et est-ce que vous savez, alors, pire, est-ce que vous savez ce qu'ont fait en votre nom les députés européens? Mais vous n'en savez rien du tout, alors que le gars dans la commune, vous l'avez élu, puis vous voyez bien comme c'est plus facile de contrôler ce qu'il fait. Donc si vous voulez l'élection, alors que le tirage au sort, alors vous avez compris pourquoi l'élection, c'est quand même, plus vous montez en échelle, plus c'est problématique, plus ça devient mystifiant, mythique, idéaliste, pas réaliste. Alors que le tirage au sort prend acte que nous sommes imparfaits, que nous pourrions piquer dans la caisse, que nous pourrions mentir, que nous pourrions devenir, avec le pouvoir, que nous pourrions devenir néfastes à l'intérêt général. De façon très concrète, pratique, peut-être un peu pessimiste, la démocratie, prenant acte de ses imperfections, dit, au lieu de dire « on vous fait confiance et pendant 5 ans vous allez tout faire à notre place », au lieu de faire ça, la démocratie dit « toi, que je tire au sort, je vais te donner peu de pouvoir, pour pas longtemps, et jamais 2 fois de suite. Parce que j'ai peur de toi. Je te fais un peu confiance, mais pas trop. Je me méfie de toi, parce que c'est comme ça. Et c'est pas de toi que je me méfie, c'est du pouvoir. Et donc, si vous voulez, le tirage au sort, il sert à dire, il est accompagné de toute une série, c'est pour ça qu'il faut que je vous en parle, il est accompagné de toute une série d'institutions qu'il faut comprendre, c'est que le tirage au sort, c'est une partie centrale comme le cœur de la machine, ou comme une pièce très importante de la machine, mais c'est pas tout. Il y a tous les contrôles qui vont avec. Quand vous décidez de tirer au sort, vous décidez de garder le pouvoir pour vous. Vous, peuple, vous décidez que c'est vous qui allez exercer le pouvoir. Et que le tirage au sort, il sert à vous protéger des voleurs de pouvoir. Parce qu'il y a toujours des voleurs. Et on dit concrètement, on sait qu'il y a des voleurs de pouvoir, on le sait. On ne dit pas qu'on va s'en débarrasser, pas du tout. On dit juste qu'on va attribuer le pouvoir de façon à ce que les voleurs de pouvoir ne puissent pas le voler. Et donc, avec le tirage au sort, l'organisation démocratique, elle institue, non pas 1, non pas 2, mais pas 10, elle institue plein, peut-être 10, une dizaine ou une douzaine de contrôles serrés avant le mandat, pendant le mandat, après le mandat. Je vais peut-être pouvoir vous montrer, comme ça je vais rester près de mon micro, je vais pouvoir vous montrer avec le... Je vais pouvoir vous montrer avec la souris. Vous voyez ça, dans le schéma que vous avez sur la page 2 du livre, vous avez en fait les institutions démocratiques et puis vous avez les institutions de contrôle des tirés au sort. Et là vous avez un contrôle avant, des contrôles avant vous en avez 3, les contrôles pendant vous en avez un contrôle à la fin du mandat vous avez la reddition des comptes, après ça vous avez mis si j'ai un peu de temps j'y reviendrai tout à l'heure. Mais ce que je veux dire c'est que si vous décidez la démocratie, si vous décidez de mettre en place un système d'attribution des charges au tirage au sort, parce que vous savez que ceux qui vont avoir le pouvoir vont avoir tendance à changer et se détacher de l'intérêt général, devenir corruptible. Alors, puisque vous savez que le pouvoir corrompt et que c'est le temps, qu'il faut du temps pour corrompre, vous allez donner le pouvoir peu de temps pour qu'il n'ait pas le temps d'être corrompu. Tous les contrôles que vous avez donnés, la brièveté des mandats, le non-renouvellement des mandats, toutes ces particularités vont vous protéger sans que vous ayez à vous en occuper. Et c'est ça qui fait que c'est bien plus adaptable à la grande taille. Je serais beaucoup moins inquiet si mes députés européens étaient tirés au sort et contrôlés
comme ils le sont ici, qu'avec le système où j'élis quelqu'un que je ne connais pas et je ne sais pas ce qu'il fait, j'ai aucun moyen de savoir ce qu'il fait, et quand ils sont en train de s'aborder mon système, de s'aborder la démocratie, je ne peux rien faire, je suis impuissant, c'est bien plus inquiétant qu'un système dans lequel il serait surveillé comme le lait sur le feu. Vous comprenez? Ce que je veux dire, c'est que le tirage au sort, il s'adapterait mieux à la grande taille, parce que je ne fais pas confiance. Si vous voulez, très pragmatiquement, je ne compte pas sur la vertu spontanée des gens, alors que l'élection fait comme si, parce qu'ils sont élus, ils étaient vertueux. Ce qui est un mythe. 200 ans d'expérience, le monde. Oui. Oui, deux questions. Un, en amont un peu de ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Qui c'est qui choisit en fait les sujets à déléguer et puis les sujets qui peuvent être traités en local? Et puis comment on gère l'hétérogénéité des différentes situations? C'est ça la question. Alors, une à la fois. Et la deuxième. Une à la fois pour répondre. Ouais, parce que ça, elle est compliquée déjà. Enfin, elle est compliquée. Je peux les répondre assez vite pour que je vous rende la main juste après. Ce qui décide, c'est le peuple. C'est vrai que c'est difficile de préparer des lois. Donc, il y avait des représentants qui préparaient les lois. Il y avait le Conseil des 500 qui était tiré au sort, 500 personnes tirées au sort, et qui préparaient les lois. C'est pas eux qui votaient les lois, c'est eux qui les préparaient. Et donc ça permettait de gagner, de faire un peu comme les commissions, le travail en commission. Simplement, c'est pas des professionnels, c'était des amateurs. Et comme c'est des amateurs, ça donne des lois qui sont plus simples. Ça donne des lois qui sont compréhensibles par tout le monde parce que c'est fait par des gens comme tout le monde. Il faut comprendre que je reviens à vous tout de suite, la professionnalisation de la production du droit, de l'interprétation donc des parlementaires, la professionnalisation de l'interprétation du droit, des avocats et des juges. Cette professionnalisation de tous les acteurs du droit pousse à la complexité à la complication même, parce que complexité, c'est un mot positif, mais la complication inutile du droit. Vous comprenez qu'un professionnel qui fait que ça toute sa vie, il peut assumer, comprendre et maîtriser une grande complexité. Mais le droit, il s'applique à nous tous, et nous devenons... ça nous met dans une situation d'insécurité juridique majeure. 15 minutes, c'est ça? Un peu plus, si on s'y met tout, ça arrange. Non, mais de toute façon, c'est impossible. Là, j'en ai pour 4 heures. C'est infini, c'est un super sujet. C'est un sujet. Mais est-ce que vous sentez que c'est un sujet majeur, complètement méconnu? C'est-à-dire qu'on est sur, à la fois, une compréhension des mécanismes de base qui conduisent à notre impuissance politique et une solution tout à fait opérationnelle. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, j'ai des choses que je n'ai pas encore vues, je ne demande que... Vous voyez, on va encore être privé de ce moment merveilleux où c'est quand on échange que on arrive à améliorer mes idées, le système s'améliore. Mais ça va s'améliorer, c'est-à-dire que si j'ai bien semé la graine dans votre tête, vous allez continuer à y réfléchir et vous allez trouver des trucs, vous allez m'écrire et ça va continuer. C'est ça l'idée, hein, c'est que ça ne s'arrête pas là. De toute façon, on n'a pas le temps en une soirée d'écluser le sujet, c'est pas grave. Donc c'est pas grave qu'on finisse pas. Juste, je voudrais... Alors, oui, peut-être... Est-ce que j'ai répondu après? Donc oui, c'est nous le peuple. Vous disiez, qui règle la question? Qui décide de ce que nous déléguons? Qui choisit les sujets? Ben c'est nous, c'est l'Assemblée. C'est l'Assemblée, c'est le peuple. Alors l'Assemblée, c'est pas tout le monde, puisqu'il y a des gens qui s'en désintéressent. Les Athéniens avaient déjà le problème de actif-passif, les citoyens qui se désintéressent, ils avaient déjà un problème de... comment faire pour rendre sexy, pour rendre attrayant la démocratie, pour que les gens deviennent actifs. Ils avaient ce problème-là, beaucoup moins que nous, mais, parce qu'ils avaient plus de citoyens actifs que nous. Mais ils avaient ce problème-là, donc on leur a. Mais c'est moins grave que les problèmes qu'on a en ce moment. C'est des problèmes, mais c'est moins grave. Et donc, qui décide? C'est nous, ceux qui viennent à l'Assemblée. Et alors, ça vous pose un problème? Non, je sais pas. C'est quel peuple? C'est les 50 000? C'est les 6 millions? Ah non, c'est au niveau local. On prend la Sécu. Qui gère ça? Ça gère au niveau général, ça gère au niveau local, ça gère au niveau d'une région, d'un département, vous voyez ce que je veux dire? À mon avis, il faut en discuter au niveau local et voir donc, dans l'Assemblée de Metz, ou même de l'arrondissement de Metz, et il faut qu'on décide qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on le délègue ou pas? Et les autres, ils discutent aussi de leur côté. Et ceux qui veulent faire corps, parce qu'ils sentent bien que ça va être bien plus performant quand on va être nombreux, ils feront corps. Et ceux qui ne font pas corps, ils ne font pas corps. Il me semble que la démocratie, elle ne peut pas, elle ne doit pas être imposée. Si elle est imposée, c'est comme le communisme, hein, le communisme, quand il est accepté, le communisme, on le vit dans les familles. Chaque famille est un communisme. C'est Alain qui me fait comprendre ça. Alain,
formidable bouquin. Les propos sur le pouvoir, une merveille, une pure merveille, le meilleur de tous les bouquins. Propos sur le pouvoir, ne ratez pas ça. Je confirme. Propos sur le pouvoir, le meilleur livre de tous les temps. Enfin, que je connais. Alain me fait comprendre que le communisme, nous le vivons dans notre famille. C'est-à-dire que tous les humains ont connu l'expérience du communisme, l'expérience réussie, souvent formidable, du communisme. Et que ça ne marche que parce que c'est volontaire, que nous le voulons bien. Et qu'à chaque fois que c'est pas volontaire, c'est une boucherie. Donc, moi, je ne dis pas autre chose. C'est-à-dire que quand vous me dites la Sécu, qui décide de la faire? Ceux qui le veulent. Et je n'ai pas de meilleure réponse de ça, je ne vais pas l'imposer moi. Sur aucun des sujets, sur le nucléaire, les OGM, l'avortement, la peine de mort, le truc, je mets mon excuse parce que j'ai aucune légitimité, même si je suis élu, j'ai aucune légitimité pour décider tout ça à la place des gens. Les gens devraient décider ça eux-mêmes. Et avec un système comme ça, on risque de... Oui, enfin bon, allez-y, si c'est court, peut-être. Ouais. On risque de dépasser l'échelle de l'État. Oui, on risque de l'effacer ou de la dépasser. Oui, voilà, ça risque de dépasser... Oui, mais ça peut dépasser. Et à mon avis, vous savez ce que je pense, c'est que le sujet, c'est l'Europe, si c'était à refaire. Je pense qu'une Europe qui aurait été bâtie comme ça, en partant de la base, en fédération de communes, pour faire des États, pour faire des régions, puis des États, s'il y a des contrôles comme ça, c'est-à-dire que si on les tire au sort, les gens, et qu'on les contrôle comme le lait sur le feu, à mon avis, ça peut être assez... Mais il faut qu'il y ait une éducation populaire avant. C'est ce qu'on fait là en ce moment. Dans l'ordre, il faut qu'on fasse ça d'abord. D'abord, il faut qu'on en parle entre nous et qu'on soit des millions à le vouloir. Des millions à dire, nous, on veut une vraie démocratie, on veut que ça vienne de la base, donc il nous faut un processus constituant des intéressants, on veut une assemblée constituante tirée au sort, parce qu'on veut que ça parte de la base. Et on veut une fédération. Et si on est d'accord, si on est des millions à être d'accord sur cette chose simple, ça se fera pacifiquement et ça montera, ça peut monter jusqu'au monde, peut-être, je sais pas, mais je sens qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'impossibilité à ce que ça monte jusqu'au monde, alors que ce qu'on est en train de faire, ce qu'ils sont en train de faire, la mondialisation, c'est-à-dire la pyramide où ils vont tous décider par l'eau, c'est exactement le contraire, ça c'est une épouvantable tyrannie ce qu'ils sont en train de faire, c'est juste le contraire, mais pourtant c'est le même objectif, c'est d'essayer de passer, enfin le même objectif, non c'est pas le même objectif, mais enfin, ça va arriver à une direction mondiale, mais il y en a une qui est tyrannique et l'autre qui serait démocratique. Peut-être je reviens à la deuxième question parce que je vous ai promis une deuxième question. La deuxième, c'était qu'est-ce qu'on fait de l'expérience? C'est-à-dire que ce que vont rétorquer les tenants de la démocratie représentative, c'est qu'ils disent souvent, un argument qui sont avancés, c'est qu'il faut de l'expérience. C'est-à-dire le tirage au sort fera que les gens vont changer, etc. Ça va être des amateurs, c'est exactement ce qu'on veut. C'est des amateurs, etc. Donc, or, tous les tenants du pouvoir aujourd'hui disent moi, je suis légitime puisque j'ai de l'expérience, etc. Patati patata. Attendez. Pas parce que je suis aristocrate de naissance ou de... Mais parce que je suis devenu le meilleur avec mon travail. Je suis devenu le meilleur avec mon travail. C'est vrai. Donc, réfutation de l'objection. Les représentants ne sont pas ceux qui décident. Donc, c'est pas eux qui ont besoin d'être compétents. Ceux qui ont besoin d'être compétents, c'est ceux qui votent les lois. Alors, ceux qui votent les lois, c'est nous. Et si nous sommes tous les jours à l'Assemblée, nous devenons compétents et nous avons de l'expérience. Si vous voulez, les représentants amateurs, c'est pas eux qui doivent être compétents. Vous comprenez ce que je veux dire? Eux, ils doivent juste être honnêtes. Et comme ils font partie de nous-mêmes, ils sont l'expression de nous-mêmes, ils étaient nous-mêmes, ils étaient le simple peuple avant de devenir policier, juge ou magistrat. Et ils vont le redevenir. Le gars qui est policier, mais pendant un temps, et qui va redevenir simple citoyen, il ne se comporte pas du tout de la même façon que quand il est policier à vie et que ça devient un surhomme qui a tous les droits. Vous comprenez? Ou un parlementaire qui a tous les droits, ou un magistrat qui a tous les droits. Vous comprenez ce que je veux dire? L'idée du tirage au sort qui fait tourner les pouvoirs pour que les pouvoirs restent humbles, elle est majeure. Alors, il y a il y a du fil là, si je me lève? Non. Ouais. Ah bah oui, peut-être, voilà, c'est mieux. Il reste une ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une démocratie digne de ce nom, c'est-à-dire dans une démocratie dans laquelle les gens ont décidé que ça suffit maintenant, après 200 ans de pratique de l'élection, après 200 ans de gouvernement représentatif, dans lequel les auteurs, ceux qui ont fabriqué ce régime, savaient très bien qu'il n'y avait pas une démocratie. Ils ont dit ça va être une aristocratie, on va mettre en place les meilleurs. Mais après 200 ans de pratique, on voit que ce régime ne donne le pouvoir absolument qu'aux riches, dans tous les pays du monde où on l'applique, et à toutes les époques, depuis 200 ans.
Il n'y a pas d'exception, pratiquement. Ou pour un Chavez, ou pour un Allende, il n'y a que des tyrans, il n'y a que des gens qui abusent et qui sont au service des riches. Après 200 ans de pratique, les gens devraient pouvoir se dire, comment ça se passait alors, au moment où on tirait au sort? Comment ça se passait? Pendant 200 ans de tirage au sort, pendant 200 ans, il y avait des riches et des pauvres à Athènes. Il y avait des riches et il y avait beaucoup plus de pauvres que de riches. Quand on va vous dire, à Athènes, il y avait une oligarchie parce qu'il y avait 60 000 personnes qui dirigeaient, qui décidaient tout pour des centaines de milliers de personnes, parce qu'il y avait toutes les femmes et les esclaves qui n'étaient pas... C'est pas vrai, c'était pas une oligarchie, c'est pas comme ça. Et en tout cas, c'est pas ça qui est intéressant. Moi, comme je disais tout à l'heure, je ne tiens pas à généraliser le système des centaines de milliers de personnes avec 50 000 qui dirigent, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est comment, parmi les 50 000 qui font société, parmi les 50 000 qui font société, 50 000 citoyens, il y a plein de pauvres et peu de riches. Pendant 200 ans, les riches ne gouvernent jamais. Et ils pestent, mais ils vivent très bien leur vie de riche. Ils sont très, très heureux, très confortables, ils vivent bien, riches. Et ils ne gouvernent jamais. Et les pauvres, pendant 200 ans, avec le tirage au sort, ils gouvernent toujours. Et sans aller voler les riches. Vous voyez, la peur, on se dit les pauvres, s'ils gouvernent. Pas du tout. Les riches vivaient leur vie de riche. Il y avait une espèce de pacte. Ça devrait quand même nous parler. Alors, en tout cas, les Athéniens, après 800 ans de tyrannie, observant que les pouvoirs changeaient les gens et les transformaient, ont décidé que pour obtenir une égalité politique, pas une égalité sociale, pas une égalité économique, pas une égalité physique ni intellectuelle, pas du tout, une égalité politique, un homme, une voix à l'Assemblée. À la vraie Assemblée, un vrai suffrage universel, où quand je vote pas pour désigner un maître, je vote sur chacune des lois. Et on peut être d'accord sur cette loi et en désaccord sur cette autre loi. Le vrai suffrage universel, c'est je vote sur... Donc ils veulent une égalité réelle, ils veulent décider eux-mêmes, un homme, une voix, sur toutes les lois. Pour obtenir ce résultat, il leur fallait l'amateurisme politique. Ils ont dit, ce qui fait naître l'idée démocratique, c'est, on en a marre des professionnels qui font tout à notre place et qui nous grugent, on veut des amateurs. Oui, ils seront incompétents, mais c'est justement ce qu'on veut. Et pour obtenir ça, on fait tourner le pouvoir. Puisque le pouvoir corrompt, eh ben on ne le donne pas longtemps. On le donne des mandats courts et non renouvelables. Et ça va ensemble, ça, si vous voulez. Si vous retirez l'amateurisme, si vous passez au professionnalisme, vous perdez la démocratie. Vous perdez le cœur de l'idée démocratique. Je ne peux, moi, peuple, exercer moi-même le pouvoir, voter moi-même mes lois et participer à l'activité politique réellement. Je ne peux faire ça que si, professionnellement, si j'évite la professionnalisation de la politique. Or, pour éviter la professionnalisation de la politique, il me faut la rotation des charges. Et pour pratiquer la rotation des charges, il me faut le tirage au sort. L'élection, par définition, qui consiste à choisir le meilleur, elle est aristocratique. Et elle conduit mécaniquement à la professionnalisation. Oui. C'est à moi. Oui, je sais pas, je ne veux pas qui se lever. Là, vous venez de dire quelque chose, moi, qui me heurte quand même. Quand vous dites que ce qui est important, c'est l'égalité politique. Je suis d'accord. Mais je pense que l'égalité politique ne peut y avoir s'il n'y a pas d'égalité économique et d'égalité sociale. Ça, je crois que c'est pas vrai. Il me semble que c'est pas vrai. Mais je pense que ça mérite un débat. Voilà, mais on ne le réglera pas aujourd'hui là. Mais il me semble que justement, ce qui est très important, c'est que vraiment, c'est central ça. Et les mots que j'utilise là sont très importants. L'élection synchronise le pouvoir politique et le pouvoir économique, donne le pouvoir politique à ceux qui avaient déjà le pouvoir économique. L'élection, et ça, dans l'histoire des hommes, on a 3000 ans d'histoire, et on ne connaît cette concentration des pouvoirs que sur ces 200 ans. Le capitalisme repose sur l'élection. Je répète, le capitalisme qui a besoin de ce droit injuste, ce droit qui donne les pouvoirs, qui donne tous les pouvoirs aux propriétaires des moyens de production, ce droit inique, il est écrit par qui? Il est écrit par les élus, qui sont élus grâce aux riches qui ont financé les campagnes électorales. Moi, ce que je découvre à 50 ans, c'est le lien qu'il y a entre
la procédure de désignation de nos maîtres politiques, de ceux qui font la politique, qui deviennent des professionnels de la politique, parce que c'est le lien qu'il y a entre ça et le capitalisme. Et que dans l'histoire des hommes, avant cette période, qu'il ne faut pas appeler la démocratie, qui est le gouvernement représentatif, avant cette période de 200 ans, les riches n'avaient pas du tout, les riches avaient du pouvoir, ils avaient de l'influence, mais ils n'avaient pas tous les pouvoirs. Un riche pouvait être jeté au cachot par un prince. On pouvait lui prendre tous ses biens, confisquer, Ah oui, les riches avaient besoin... La révolution de 1789, c'est parce que, justement, il y a eu une évolution. Oui, voilà, et les riches... Les riches, les bourgeois... Exactement. La révolution de 1789. Absolument. 1789 a servi aux riches à prendre le pouvoir qu'ils n'avaient pas auparavant. Voilà. Absolument. Donc, vous n'êtes... Mais ce que je veux dire, c'est que dans toute l'histoire des hommes, les riches ont toujours eu contre eux d'autres pouvoirs. Les nobles, les princes, le clergé, jamais tous les pouvoirs. Et cette situation a changé de façon dramatique il y a 200 ans, avec un système que nous défendons nous-mêmes aujourd'hui. Il faut se rendre compte que nous sommes responsables, je veux dire, enfin on est responsables, moi on m'a appris toute ma vie que démocratie égale élection égale élection égale... Ce qui est c'est pas un contresens, c'est un mensonge éhonté, c'est pas vrai. Démocratie, c'est pas égal, c'est le contraire. Alors, c'est sûr, moi j'ai appris ça toute ma vie, donc moi il a fallu que j'en lise, puis 2, puis 3 livres, c'est quand même, au début tu te dis, mais c'est quand même une idée farfelue, c'est quoi ce truc? Et puis en fait, pour l'instant tu te dis, c'est quand même pas con, c'est quand même pas con, c'est quand même pas con. Alors tu te mets à approfondir, et plus tu approfondis, puis tu te dis, mais putain, je me suis fait enfler pendant 50 ans, je me suis fait, on m'a roulé, on m'a décrit la réalité comme son contraire, et il a fallu que je m'en sorte tout seul de cette poids-là. Et bon, mais attendez, ça veut dire que si on sortait de l'élection, on arriverait à redésynchroniser. C'était désynchronisé. Comment ça marchait à Athènes? Comment ça marchait avec un autre système qui était le tirage au sort? Et bien, à Athènes, il y avait des riches et des pauvres, et il y avait des riches et des pauvres économiquement, et il y avait des riches et des pauvres politiquement, et c'était désynchronisé, c'était pas les mêmes. Il y avait des riches économiques, des très très riches, on les appelait les métèques. On les faisait venir de l'étranger avec leur argent, parce qu'ils avaient de l'argent, mais ils savaient qu'ils allaient venir, ils allaient faire leur business, qu'ils allaient s'enrichir, ils vivaient très confortablement. Ils vont pas nous verser une larme, ils étaient riches, c'était pas des citoyens, mais ils étaient pas malheureux, ils étaient riches, ils étaient très confortables. Mais on les faisait venir de l'étranger, ils étaient riches économiquement, ils étaient pauvres politiquement. À côté de ça, vous aviez quasiment un esclave, un travailleur du sol, qui travaillait côte à côte avec un esclave. Il faisait le même métier, le citoyen et l'esclave. Le même métier, je vous jure, il faut lire Hansen, il faut lire Finlay, formidable bouquin. Il y a la bibliographie à la fin du bouquin que je vais donner, et puis surtout, il faut lire Hansen, démocratie athénienne à l'époque de Démosthène. C'est merveilleux ce truc-là. Vous avez la vie quotidienne de ces gens-là. C'est un gars qui a passé sa vie, connaît super bien le sujet, et maintenant, principe du gouvernement représentatif, 3 bouquins. Vous allez changer en lisant ces livres-là. Vous allez voir, vous allez changer, vous allez vous transformer, vous allez découvrir un monde prometteur, un truc qui a marché, qui n'était pas la caricature noire qu'en font nos élus, parce que c'est sûr que les élus, mon idée, elle les fout au chômage. Donc ils me détestent. Ok, mais le problème, c'est que moi je ne réfléchis pas pour les élus, je réfléchis pour le bien commun. Et je ne confonds pas l'intérêt des élus, dont je sais que certains sont parfaitement vertueux. Je ne dis pas du tout tous pourris, c'est pas ça que je dis. Je sais qu'il y a des élus dévoués qui se donnent du mal et qui ne sont pas du tout pourris. Je sais ça. Je dis simplement que je ne confonds pas leur intérêt personnel avec l'intérêt général. Et que si l'organisation générale de l'élection conduit à une corruption généralisée et au gouvernement des banques, enfin si vous ne le voyez pas, vous êtes aveugle, si ce système conduit à ça, je peux légitimement, sans vexer les élus, chercher un autre système dans lequel, s'ils sont valeureux et s'ils sont généreux, la démocratie leur donnera les moyens de donner la pleine mesure de leur vertu. Excusez-moi. On va devoir conclure, il est 10h15, il faut qu'on remercie. Un quart d'heure encore, et puis on range tous ensemble. C'est possible, ça, non? Alors, je vous invite à regarder la conférence de Marseille ou la conférence de Montpellier qui a eu lieu le 22 septembre, qui était pas mal, je crois, avec les Amis du Monde Diplo.
Sur le net, il y a toutes les conférences, vous faites Chouard sur Google, CHOURD, et puis vous trouverez, c'est facile, il y en a plein. En fait, il faut peut-être en regarder plusieurs, parce que je ne dis pas la même chose à chaque fois, et puis surtout, il faut bosser, il va falloir que vous bossiez un peu, quoi. Mais c'est agréable, c'est des vrais sujets, vous allez voir que... Je vois des gens, vous savez, dans ces conférences, je vois des gens qui militent depuis 20 ans, ça fait... Je rencontre des gens, ça fait 30 ans qu'ils se battent, ça fait 30 ans qu'ils se dévouent corps et âme, ils sont tous les mercredis sur les marchés à tracter pour essayer de changer le monde, et ils sentent bien qu'ils sont comme des mouches sur une vitre à se donner du mal, et puis il n'y a qu'un truc, ils n'arrivent pas. Et là, je les vois, quand je parle de ça, là, ils se disent, putain, mais ça c'est une idée, ça peut marcher ce truc-là. Ce truc-là, ça peut marcher. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous défendons le suffrage universel, le faux suffrage universel, celui qui consiste à désigner des maîtres. Mais c'est pas le vrai suffrage universel, ça. Le vrai suffrage universel, c'est quand nous votons, nous, les lois à l'Assemblée communale. Ou quand nous sommes délégués à l'Assemblée nationale par nos communes, et sous le contrôle de l'Assemblée qui nous a délégués, quand nous participons nous-mêmes à l'élaboration des lois. Donc quand nous défendons aujourd'hui, quand nous défendons le faux suffrage universel, comme si c'était l'alpha et l'oméga de notre liberté, alors que c'est le contraire, ben, nous sommes responsables de notre impuissance politique. Notre impuissance politique, elle vient de l'élection, et principalement de l'élection de l'Assemblée constituante. Il me semble que nous pourrions garder une Assemblée élue. Je fais des concessions, je ne suis pas complètement... parce que, à mon avis, ça suffit. Nous pourrions avoir une Assemblée élue de professionnels, comme aujourd'hui, la même. Donc, ça devrait vous rassurer, une Assemblée élue, la même. Mais l'autre, le Sénat, vous le remplacez par une Assemblée tirée au sort, avec des gens comme nous, des gens tirés au sort. Et vous savez quoi, quand vous allez tirer au sort, vous allez avoir la moitié de femmes, mécaniquement. Il n'y a pas besoin de quotas. Vous tirez au sort, vous allez avoir la moitié de femmes. Et ça va être comme ça, vous allez avoir à peu près la moitié d'ouvriers et d'employés. Mécaniquement, parce que vous tirez au sort. Vous allez avoir une assemblée qui nous ressemble. Et les lois, imaginez un système comme ça. Un système dans lequel vous avez la chambre des professionnels, elle vous rassure, les professionnels, la chambre des partis, et la chambre des citoyens tirés au sort. Bicaméralisme, vous prenez le meilleur des deux systèmes. Et pour faire une loi, pardon, je sens que je suis pressé, je me mets à aller vite, je me mets à déparler. Pour faire une loi, il faut l'accord des deux chambres. Parce qu'il y a une chambre qui nous ressemble, celle-là, pour qu'elle dise oui à une loi, il faut qu'elle l'ait comprise. Donc il faut qu'elle soit simple, et puis qu'elle lui semble ressembler, aller dans le sens de l'intérêt général. Mais attendez, mais c'est que le droit, il va changer là. Si vous avez une assemblée au tirage au sort, tirée au sort, quelle qu'elle soit, moi j'ai pas besoin de savoir qui va être tiré au sort. Je sais que parce que c'est des gens normaux, ça va tirer le corps législatif, ça va tirer le corpus législatif dans un sens qui le rapproche de ce dont j'ai besoin. Mais ce qui est très important, c'est que un système comme celui-là, et avec d'autres aménagements comme la reddition des comptes, les élus qui rendraient des comptes, la révocabilité s'ils déconnent, le référendum d'initiative populaire, absolument central. Ces choses, donc le respect du vote blanc, la responsabilité des juges devant d'autres que des juges, etc. Donc il y a une série d'institutions de contrôle d'une démocratie représentative, j'utilise le mot avec des gros guillemets, comme un compromis, comme je lâche du lest pour que ce soit, parce que il faut pas que ce soit trop radical pour que ce soit acceptable, admettons, parce que ça pourrait déjà tout changer, mais ce système-là, il sera, je vous le dis, jamais écrit, ce système de compromis, pas ce système, je vous parle pas d'une démocratie complètement directe, une démocratie qui serait intermédiaire dans lequel il y a un champ, il sera jamais écrit par une assemblée constituante élue parmi les membres des partis, jamais. Voilà, parce qu'ils ont un intérêt personnel, à ce que ce ne soit pas écrit, et comme ils l'ont toujours fait depuis 200 ans, dans tous les pays, à toutes les époques, ils n'ont jamais écrit ça, mais ils continueront pas à l'écrire. En Tunisie, ils viennent d'élire l'Assemblée constituante, je vous dis, ils n'écriront pas le référendum d'initiative populaire, on verra, peut-être qu'ils me donneront tort. Et donc, le dernier point de la conclusion, ce qui compte vraiment, c'est que si vous rentrez chez vous, en ayant compris un truc important, en vous mettant à travailler et en développant ça, et en ayant vraiment compris, ça y est, vous avez compris un truc important, ah ben mince, ce que j'appelais suffrage universel, c'est pas le vrai suffrage universel, ce que j'appelais démocratie, c'est pas la vraie démocratie,
Finalement, la fédération de communes, c'est quand même une idée qui serait à creuser. Finalement, quelles sont les lois que je pourrais prendre, dont on pourrait discuter valablement au niveau local, et puis je commence à réfléchir à ça. Je me suis emparé d'un sujet, vous êtes emparé d'un sujet qui est intéressant, où on est sur l'essentiel de nos impuissances politiques et du bonheur ou du malheur des générations qui suivent. Mais si vous vous contentez de ça, d'avoir compris, et puis c'est tout, ça n'arrivera pas, on va perdre. Voilà. Je pense que ça peut advenir, vraiment ça peut advenir, mais si chacun d'entre nous, quand on a compris, on ne se contente pas d'avoir compris, on le fait comprendre aux autres. Et on ne complique pas le truc en mélangeant avec l'écologie, la démocratie dans l'entreprise, la corruption des élus. Non, on se concentre sur l'essentiel. Qui écrit la Constitution? Qui écrit la Constitution? Il ne faut pas que ce soit des hommes de parti, il ne faut pas que ce soit des hommes qui écrivent des règles pour eux-mêmes. Et si on arrive à avoir une assemblée constituante, désintéressée, ce ne sera pas parfait. Ok, m'en fous. C'est pas grave, je ne cherche pas la perfection. Mais ce sera 1000 fois mieux. Vous allez avoir des contrôles que vous n'avez jamais eus et vous allez commencer à reprendre le contrôle du politique. Simplement parce que l'Assemblée constituante ne sera pas faite de professionnels, elle sera faite d'amateurs. Parce que ceux qui écrivent le droit du droit, juste parce que vous avez pris le problème à la cause des causes, la première cause, c'est qui a écrit ces fichues règles, tout en haut de la pyramide juridique, qui a écrit ces fichues règles. Vous êtes remonté là-haut et vous avez dit ok, je entre avec les écologistes, même avec les royalistes, vous pouvez prendre des gens avec qui jamais vous auriez pensé vous entendre, mais il y a quelque chose qui nous réunit dans le fait que nous soyons impuissants politiquement, c'est que pour sortir de cette impuissance politique, il faut que l'Assemblée constituante soit désintéressée, donc tirée au sort. Éventuellement tirée au sort parmi des non-candidats, parce que le tirage au sort d'une assemblée constituante, ça vous fait peur, vous dites, mince, une assemblée constituante, ça va être je vais tirer des bourricots, je vais tirer des abrutis, je vais tirer des coléreux, je vais tirer des avinés, je vais tirer... Alors on se fait un truc, on se dit, l'autre est épouvantable. Bon, admettons, j'ai une bonne idée pour ça, j'ai une réponse à ça. Vous avez peur de tirer au sort des affreux, des imbéciles? Ok, eh bien, je vous propose, on va faire ça en 2 temps. Voilà une procédure qui prendrait le meilleur des deux. Nous allons nous donner le droit d'élire, mais attention, d'élire des gens sans candidat. Pas des professionnels qui sont candidats et qui se proposent à vous. Non, pas élire comme ça. Élire sans candidat. Vous avez la possibilité de choisir autour de vous. Nous donnons aux citoyens la possibilité de choisir autour d'eux 2 ou 3 personnes qu'il estime, avec ses critères à lui, valeureux, compétents, adéquats pour écrire une constitution. Un tel va choisir lui et lui parce qu'ils parlent bien, ou lui et lui parce qu'ils lisent, ou lui et lui parce qu'ils sont patients dans les discussions. En général, c'est plutôt pas ceux qui s'énervent, c'est ceux qui aiment rapprocher les points de vue. On va chacun avoir il y en a un qui va choisir parce qu'il est mignon, parce qu'il a une cravate, il y en a qui vont choisir avec des mauvais critères, on s'en fiche. Ok, on n'a pas mieux. Donc, écoutez, c'est déjà pas mal. Vous allez laisser la possibilité aux gens de choisir ceux qui leur paraissent les plus adaptés, les 2 ou 3 qui leur paraissent les plus adaptés pour écrire une constitution. Librement. Et ils ne savent pas encore, peut-être qu'ils vont peut-être refuser. Donc vous allez désigner votre voisin que vous aimez bien et qui vraiment paraît malin, calme et plutôt humaniste. Donc c'est plutôt quelqu'un qui va faire des choses bien. Et puis en plus il s'est lié, il s'est changé d'affaires, donc peu importe ce que vous voulez trouver comme qualité. Mais peut-être qu'il va refuser. Mais ça ne fait rien. On va en désigner des millions comme ça. Et on n'a pas besoin qu'ils soient des millions, on a besoin d'une centaine. Donc, c'est pas grave s'ils refusent. Vous allez désigner ceux que vous considérez comme les meilleurs. Et là-dedans, il y en a qui vont accepter. Ils vont accepter parce que c'est prometteur, parce qu'ils vont se dévouer, parce que déjà, dans des tas d'autres situations, dans leur famille, ils se dévouent, dans leur métier, ils se dévouent déjà pas mal. Et donc là, il s'agit de se dévouer une fois de plus. Il y en a plein qui le font comme ça, qui seront désignés comme valeureux de façon libre par les gens autour d'eux, et qui, en plus, vont se dévouer. Et ces gens-là, parmi ceux qui auront accepté, après avoir été désignés, vous tirez au sort parmi eux. Et bien là, vous allez avoir une assemblée comme vous n'avez jamais eu dans l'histoire des hommes. Même à Athènes, ils n'avaient pas eu ça pour fabriquer l'or. Et je suis sûr, bon, je me trompe peut-être, mais bon, jauger, vous avez vu, qu'est-ce qui me conduit à être sûr de ça? C'est-à-dire que c'est un raisonnement logique, c'est des observations. Je suis sûr qu'on aura
un résultat historiquement révolutionnaire. Enfin, on aura la première démocratie du monde. La première, peut-être même plus encore que, mais plus que celle-là, parce qu'il y aura des femmes, il n'y aura pas d'esclaves, et il y aura ce contrôle permanent des pouvoirs, cette distribution équitable et incorruptible que garantit le tirage au sort, cette distribution équitable et incorruptible du peu de pouvoir qu'on veut déléguer, sachant que le reste, on veut l'exercer nous-mêmes. C'est sexy, ça, quand même, comme idée, non? Ah bon, voilà. Et donc, il faut que vous deveniez vous-même des virus si vous voulez que ça marche. Et si on est des millions, ça adviendra. On n'aura qu'à sortir dans la rue et à dire des millions, ben voilà, il n'y a personne qui va résister à ça. Et ça adviendra pacifiquement. Bon, je rêve, hein, peut-être. Mais... Deux questions. Ah, des questions, super. Deux questions. Monsieur Chouard, j'apprécie beaucoup vos travaux, vos réflexions. Je suis tout à fait sur votre ligne quand je comprends quand vous dites que bon, les principes de 1789 sont biaisés à la base, dans le sens où les pouvoirs politiques sont forcément synchronisés au pouvoir économique. J'apprécie de même votre idée de tirage au sort qui permettrait d'améliorer un peu la vie démocratique. Néanmoins, je pense aussi que ce sont des concepts à étudier longuement et à cogiter. Mais ça reste voilà, une cogitation qui on peut pas. Ce sont des idées qui ne peuvent pas embraser une société du jour au lendemain. Il faut du temps, des nouvelles idées comme ça. Que les gens comprennent vite, moi. Enfin, ils percutent vite, souvent. Pas tous, mais alors, c'est bon. Je termine. Je finis ma question. Certes, ça peut évoluer beaucoup, mais alors, je vais poser une question un peu plus ancrée dans l'actualité de l'actualité politico-économique. Bon, d'accord, on critique le système de représentation élective de 1789. Néanmoins, depuis une vingtaine d'années, on n'est plus dans ce système. Vous décrivez ça très bien avec le traité de l'Union européenne. Le traité de Maastricht, j'en dis que c'est l'anti-1789. C'est l'anti-démocratie, oui. Et l'actualité montre, moi je pense que les choses peuvent aller très vite dans les nouvelles idées qui peuvent émerger, mais les choses peuvent aller aussi très vite dans le sens d'une dégradation complète de la situation, sociale en France. Et alors, donc j'en viens, vous évoquiez l'article 50 du traité sur l'Union européenne tout à l'heure. Sortir de l'Europe, ouais. Sortir de l'Union européenne, sortir du piège. Et donc, est-ce que vous ne considérez pas comme cohérent une attitude qui serait de développer vos idées, vos concepts, mais en même temps d'essayer de sortir de cette Europe qui je pense, oui, non, mais je dis rien. Je ne dis jamais rien d'autre que ça. C'est-à-dire, je dis il faut sortir de l'Union européenne de façon urgente. Donc, d'ailleurs, probablement, je ne voterai pas pour quelqu'un qui dit qu'il restera dans l'Union européenne, même si je l'aime bien. Même si je l'aime bien, pourtant il y en a que j'aime bien et qui disent qu'ils vont rester dans l'Union européenne et ça me fait mal parce que je considère ça tellement gravissime de rester dans l'Union européenne. Quand Jacques Généreux, qui est pour moi un des plus grands hommes politiques du pays, Jacques Généreux, c'est un esprit encyclopédique, il faut lire Jacques Généreux. J'aurais dû prendre des livres de Jacques Généreux. C'est mieux que Montesquieu, c'est un grand penseur politique, généreux, et vraiment généreux, un gars d'une compétence en économie, mais c'est une merveille. C'est quelqu'un d'important. Et lui prétend qu'on peut rester dans l'Union européenne et désobéir surtout. Ça me fait mal parce que j'aimerais bien pouvoir voter pour ce gars-là. J'aime bien Généreux, je trouve que c'est vraiment, ça ferait un formidable président. Il est humain, je crois qu'il n'est pas corrompu, il paraît bien. Et quand il me dit ça, ça fait mal parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est sur l'essentiel. Je pense qu'il se trompe. Voilà. Donc oui, donc je vais dans votre sens. Je pense que c'est très très important de sortir de l'Union européenne. Mais alors je me désole de ne pas avoir les gens qui semblent les plus proches, les plus progressistes, les plus humains, et nous enfermer dans ce piège. Je trouve ça très 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 contradictoire. Je ne comprends pas pourquoi le Parti communiste, par exemple, continue à vouloir rester dans l'Union européenne. C'est extravagant. Voilà, ils seront à 1%, mais c'est bien fait, quoi. Je veux dire, moi je vote plus pour rester dans l'Union européenne. Et un peu possible de
de l'idée qui a été lancée, que l'idée que porte le parti de l'Union populaire républicaine, justement l'UPR d'Asselineau, de réunir les Français de sensibilités politiques différentes autour du projet fondamental qui est de sortir de l'Union européenne. Non, la résistance d'Asselineau, elle est très utile. Hein. Asselineau, c'est un gars qui a travaillé pour Pasqua, pour des gens comme ça. Alors aujourd'hui, il travaillait par avoir travaillé pour Pasqua, ça en fait le diable. Mais je pense que c'est pas un diable, c'est tout à fait. Son travail sur la résistance à l'Union européenne est absolument passionnant. Il lève des lièvres, mais c'est incroyable, des trucs. Heureusement qu'il est là pour dénoncer des manigances extrêmement dangereuses. Donc je trouve que le travail d'Asselineau est plus qu'utile, c'est précieux, c'est une sentinelle formidable. Mais moi je ne me mettrai jamais dans un parti. Donc le seul parti auquel je pourrais participer, c'est un parti sans chef et sans programme. Un parti dans lequel... Donc, voilà, les indignés, ça me va pas mal. Ça me va pas mal. Le problème, c'est que je vois les indignés sont en train d'être récupérés par des partis de gauche et qui interdisent aux partis de droite d'apparaître. Ce qui serait bien, c'est que les indignés puissent y avoir des gens de droite, des gens de gauche, ceux qu'on appelle de droite, ceux qu'on appelle de gauche. Ce serait bien que les indignés restent open, quoi. Enfin, il me semble. Juste, là, il faut qu'on libère un peu la salle. Ce qu'on vous propose, c'est d'aller là où on a pris un casse-croûte tout à l'heure, pendant 20 minutes avec Étienne pour discuter encore un petit peu. Nous, on range la salle, donc voilà. On peut remercier Étienne en l'applaudissant. On a une deadline à 23 h où on va ranger ici. Étienne, si tu veux passer à côté, et les gens vont nous poser 2-3 questions. Tu n'as pas arrangé. Vous êtes pas embêté? C'était pas trop long? Juste le petit rappel, 4 novembre au Coquelicot, dans le cadre du mois de l'ESS, et le 8 novembre, à la prochaine Université populaire, comment sortir des crises, au Coquelicot. Merci. Le 3 décembre, la manif anticapitaliste et le 4, le meeting international.